Commençons cette formation par la présentation des marchés. Vous savez, le marché boursier, c'est comme si vous rentrez dans un supermarché. Vous avez plusieurs articles, plusieurs produits. Vous ne décidez pas d'acheter tous les produits que vous voyez. Il faut se spécialiser et essayer de faire le tri. Donc, en indice, vous allez voir, il y a le DAS 40, CAC 40, US 500, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne les indices. Il y a beaucoup d'indices, hein, pour ne citer que ceux-là. Ici, en Forex, c'est le marché d'échange de monnaie. Vous avez Euro USD, GBP USD, AUD USD. Vous verrez quand vous allez rentrer dans le marché, vous allez tout de suite comprendre. Donc ici, c'est l'euro qui s'échange contre le dollar. Le GBP, donc la monnaie anglaise qui s'échange, la monnaie britannique qui s'échange contre le dollar, et ainsi de suite. Après, il va avoir les cryptos. Donc, je sais très bien que tout le monde a entendu déjà parler des cryptos. En crypto, tu as le Bitcoin, le Stellar, et ainsi de suite. Après, il y a tout ce qui est crypto. Je ne peux pas tout citer ici. Il y en a beaucoup. Vous avez Cardano et voilà. Après les cryptos, nous allons voir les actions. Donc, le marché d'actions, ça bouge beaucoup. Donc, tu as Google, Tesla, Total, tout ça, Apple. Ce sont des actions, donc vous pourrez facilement spéculer sur ces marchés-là. Et après, on a matières premières. Matières premières, vous avez le pétrole, gaz, l'or, l'argent, cuivre, cacao, blé, il y en a tellement. Et après, tu as les obligations. Donc, taux et obligations, il y a le T-Note 10 ans des États-Unis, il y a le Bund allemand, et ainsi de suite. Donc, ça, ce sont tout ce que vous voyez, ce sont des marchés que vous allez pouvoir trader quand vous allez rentrer dans le marché du trading. À vous de choisir l'instrument qui vous convient le mieux pour ne pas vous retrouver trop dispersé sur les marchés boursiers. Maintenant, qui trade sur les marchés? Il y a vous et moi. Donc nous, on est là, traders à compte propre. Sinon, ceux qui font bouger les marchés, ce sont les gros poissons, hein, c'est comme ça que je les appelle. Tu as les banques centrales, tu as sociétés et transferts d'argent, tu as les fonds de pension, mutuelles, fonds de spéculation, les banques commerciales aussi, il y a des touristes, et puis il y a les entreprises multinationales. Donc, dans les entreprises multinationales, tu as McDo, Google, tout cela, ils reviennent encore investir dans le marché. Donc, c'est eux qui font bouger. Vous allez voir, par exemple, Apple fait partie des actions sur lesquelles on peut spéculer, mais en même temps, eux-mêmes, ils spéculent. Donc, il y a tout ce monde-là qui spécule sur le marché. Tout le monde investit. Donc, nous, on est là, traders à compte propre. On est les plus petits, sinon après, tout ce que vous voyez là, ce sont des gros. Parce que vous et moi, si on investit, on va dire 10 000 ou 20 000 euros, Apple ou Google, eux, ils mettront des milliards. Donc, c'est pas du jeu. Donc, après avoir vu les intervenants, nous allons voir maintenant les types de traders. Donc, tout ce monde-là que je viens de vous présenter vont avoir des styles différents pour intervenir sur les marchés. Donc, on va avoir la psychologie. Il y a des entreprises ou soit des intervenants qui se basent sur la psychologie du marché. C'est-à-dire, ils vont regarder un peu le comportement du marché. Est-ce que le marché a atteint un certain niveau psychologique où il peut avoir un renversement? Et hop, eux, ils interviennent. Donc, ils représentent cette place. Après, tu vas avoir ceux qui tradent en fonction des analyses fondamentales. Donc, eux, ils regardent un peu les bases de données. Ils se disent, bon, si tel truc, si par exemple on a telle donnée économique dans la base des données de tel pays, alors le prix va faire ça. Donc, c'est tout un tas de trucs. Après, tu vas avoir les nouvelles économiques. Donc, ce sont des traders qui vont se baser sur le calendrier économique. Eux, ils sont là tous les matins, ils regardent le calendrier économique et ils attendent les nouvelles qui vont tomber. Effectivement, les nouvelles qui apparaissent sur le calendrier économique, ce sont ces nouvelles-là qui vont influencer sur tout le marché de Forex. Et le marché va avoir une grosse volatilité et les gens qui se servent des nouvelles économiques vont pouvoir profiter de ces vagues de mouvement. Après eux, tu vas avoir par exemple ceux qui se servent du price action. Là, c'est ça qui fait bouger les marchés. Le price action, c'est le comportement de la demande et de l'offre. Donc, le mouvement du marché. Ils regardent le comportement du prix et hop,
ils interviennent. Donc ça, c'est ça qui est le price action, en se basant sur la formation des bougies et tout ça. Après le price action, on va avoir maintenant ceux qui se servent de l'analyse technique avec les indicateurs. Donc, ils vont se servir de, par exemple, Ishimoku, Fibonacci, plein d'indicateurs qui vont se servir de RSI, des points pivots. Il y a tellement d'indicateurs qu'il faudra faire attention. Donc, il y a des gens qui se servent des indicateurs pour prendre des positions. Donc, tout ce monde qu'on a vu précédemment vont avoir plusieurs styles de trading ici. Et c'est pour ça, vous verrez, le marché ne pourra pas que monter. À un moment donné, il va descendre parce qu'il y a des gens qui se sont servis d'une autre technique qui a poussé le marché à prendre une autre direction. Maintenant, les nouvelles économiques. Les nouvelles économiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est très important de savoir ce qui se passe. Par exemple, vous prenez une position où vous pensez qu'il y a toutes les conditions qui sont réunies, vous voulez garder cette position pendant un bon moment, mais attention, pendant que vous avez pris la position, peut-être que 2 heures après, il va y avoir une nouvelle économique qui viendra bouleverser votre analyse. Donc c'est ce qui est là, nouvelle économique, ça c'est le calendrier, un exemple du calendrier économique que vous voyez là. Donc toutes ces informations qui sont là vont être analysées et en fonction de l'analyse de ces informations, on prendra position. La plupart du temps ça marche très bien. Donc c'est pour ça il est très important, il est primordial à tout trader de maîtriser le fonctionnement du calendrier économique. De quoi a-t-on besoin pour commencer le trading? Je n'ai pas mentionné là, mais je pense qu'on doit d'abord avoir une tête avec un cerveau bien préparé. Sinon, une fois qu'on possède déjà la tête, on aura besoin d'un équipement comme par exemple un ordinateur, tablette ou même votre téléphone. Je déconseille de trader sur le téléphone parce que vous n'avez pas une bonne visibilité pour analyser la courbe. C'est bien d'avoir un ordinateur du coup et une bonne connexion Wi-Fi ou direct. Après, il faut un bon broker. Il ne faut pas tomber sur un broker où vous allez investir de l'argent et après vous ne pourrez pas retirer. C'est très important de bien choisir son broker. Voilà, donc c'est tellement simple. De chez vous, vous pourrez vous connecter sur votre ordinateur et puis commencer à trader. Donc pour ceux qui ne comprennent pas le principe du trading, suivez bien cette leçon parce qu'elle va vous permettre de comprendre comment fonctionne la spéculation. Bien, ici on a un boxeur bleu et là on a un boxeur rouge. Si le boxeur bleu gagne le combat, le marché va monter. Par contre, si le boxeur rouge gagne le combat, le marché va chuter. Dans le premier scénario, on voit là que le boxeur bleu mène 1-0. Donc le boxeur rouge perd dans le premier scénario et on voit le marché qui monte. C'est simple, c'est ça la spéculation. Donc si vous voulez par exemple miser, vous spéculez, vous dites bon écoutez, moi je pense que dans ce combat, le boxeur bleu va gagner. Dans ce cas, vous cliquez sur acheter. S'il gagne vraiment, alors vous gagnez de l'argent parce que le marché ira dans votre sens. Par contre, si dans ce même scénario, vous vous êtes trompé, vous ne saviez pas que le boxeur bleu allait gagner ce combat et vous misez sur le boxeur rouge, et bien là, on voit bien que le boxeur bleu a gagné. Dans ce cas, vu que vous avez investi sur le boxeur rouge en disant que le marché va descendre, si le boxeur bleu gagne, alors vous perdez de l'argent parce que le marché n'est pas allé dans le sens de votre candidat ou de votre boxeur. Dans le deuxième scénario, on voit que c'est le boxeur rouge qui remporte le combat et du coup, on a le marché qui prend une autre direction qui descend. Donc, le principe ici, c'est très simple. Que le marché soit en train de monter ou en train de descendre, il y a quelqu'un qui gagne quelque part. Parce qu'il y a quelqu'un qui a spéculé sur la baisse du marché. Donc, c'est ça la spéculation. La première mi-temps, on voit le boxeur bleu avait gagné et le marché avait commencé à monter et poup! Ici, on voit le boxeur rouge qui est revenu au score et il a même mené 2-1. C'est pour ça que le marché est en train de descendre. Un peu plus loin, vous allez bien comprendre. On continue. Je prends un autre exemple pour ceux qui aiment bien le football.
Vous regardez un match vous regardez un match Paris contre Arsenal par exemple. Quand vous avez deux équipes qui jouent, il y a des gens qui investissent sur de l'argent. Ils investissent de l'argent sur un club, comme quoi, si le club gagne, eh bien, ils prennent un pourcentage, ou soit ils gagnent une certaine somme. C'est exactement pareil ici. Je prends plusieurs exemples pour que ça puisse bien vous permettre de comprendre le principe de la spéculation sur les marchés boursiers. Parce que c'est ce qui bloque beaucoup de personnes. On a Paris qui joue contre Arsenal. Si Paris gagne 1-0, le marché monte. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont misé sur Arsenal disant que c'est Arsenal qui va gagner en première mi-temps, eh bien, ils ont perdu de l'argent parce que là, dans ce cas, c'est Paris qui vient de gagner. Par contre, tous ceux qui ont mis de l'argent sur Paris gagnent de l'argent parce que le marché est allé dans leur sens. Maintenant, si Arsenal arrive à terminer le match en vainqueur, alors le marché va se retrouver à changer de direction et chuter. Maintenant, on va essayer d'approfondir un peu pour que vous puissiez... On va associer maintenant. Ça s'appelle l'association de base. Le cerveau aime bien fonctionner comme ça en association. Donc, toujours dans le principe de la spéculation, on a Paris. Paris, c'est l'Union européenne. Donc, l'euro, la monnaie euro. Là, on rejoint un peu le Forex. Paris représente la monnaie euro. Et Arsenal représente la monnaie USD. Donc, le dollar. Si Paris est fort, donc s'il gagne, c'est-à-dire si la base des données de la zone euro est beaucoup plus solide et que l'euro prenne de la valeur, on verra la paire euro-dollar qui va commencer à monter. On va voir, le marché va commencer à monter dans un premier temps parce que simplement l'euro domine le dollar, est beaucoup plus fort que le dollar. Maintenant, pour les spéculateurs, s'ils savent que l'euro est beaucoup plus fort que le dollar, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se positionnent en acheteurs et pendant que le marché est en train de monter, ils commencent à prendre de l'argent. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais après le marché s'est renversé. C'est là le plus important que je vais pouvoir vous expliquer un peu plus loin dans la formation. Donc ça, c'est pour la première mi-temps. Tout le monde est content, Paris est en train de dominer, l'euro est en train de dominer le dollar. Donc Arsenal fait 2-3 remplacements et poup, ils reviennent au score et ils mènent 2-1. Du coup, le marché commence à descendre. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que les mêmes personnes qui ont spéculé, qui ont dit que le prix monte, arrivés ici, s'ils ont senti le changement, ils peuvent tout de suite prendre leur gain, donc encaisser l'argent qu'ils ont gagné là, et se positionner du coup du côté d'Arsenal. Si tu te positionnes du côté d'Arsenal et que le marché est en train de descendre effectivement, alors tu gagnes de l'argent. Ce n'est pas parce que le prix est en train de descendre que tu ne gagnes pas. Mais par contre, tous ceux qui ont misé sur Paris, s'ils restent encore dans la position au lieu de couper pour encaisser leur gain et renverser de veste, eh bien, ils vont se retrouver en train de perdre de l'argent parce que cette fois-ci, à la deuxième mi-temps, Arsenal a changé la donne. Mais par contre, ceux qui avaient misé sur Arsenal, ils pourront gagner de l'argent parce que Arsenal a fini par gagner le match. Ici, on a un bras de fer. Si l'euro est beaucoup plus solide, il écrasera le bras du dollar. Pareil, vice-versa pour le dollar. Bien, euro contre dollar, si l'euro est fort et que le dollar est faible, ben du coup si l'euro est fort, c'est que le dollar est faible, parce qu'il y a toujours forcément un qui est plus fort que l'autre. Euro plus fort, dollar faible, ben du coup, poup, on assiste à une tendance haussière. Le marché est en train de monter. C'est ce que vous voyez là avec la courbe qui commence à monter. Ça veut dire simplement que l'euro est plus solide que le dollar. Par contre, si on se retrouve dans une situation où l'euro est beaucoup plus faible que le dollar ne va pas renverser sa place pour venir se mettre ici et puis on va faire, on va dire, dollar contre euro. Non, ça reste toujours comme ça. Mais cette fois-ci, comme l'euro est faible et le dollar est beaucoup plus fort, l'euro va commencer à chuter face au dollar. Si vous voulez, c'est l'euro qui se bat contre le dollar. Donc l'euro, pour montrer que l'euro est faible, il faut que la courbe euro-dollar chute. Si la courbe monte, ça montre que l'euro est fort. Si la courbe baisse,
ça montre que le dollar a pris le dessus sur l'euro. Donc dans cette courbe, euro est écrasé. Dans cette courbe, euro prend le dessus sur le dollar en montant. Simple. Je prends un autre exemple. Toujours dans le principe de la spéculation. On commence à voir maintenant des images de trading. Ici, on a une balance. Dans cette balance, quand vous regardez, on voit très bien que l'euro commence à peser, est plus lourd que le dollar parce qu'il a soulevé le dollar qui est dans l'autre balance. Qu'est-ce que ça sous-entend? Hop, vous voyez bien, hein? Ici, il est lourd, le dollar est faible, le marché monte. C'est ce que vous devez vous mettre en tête. Si l'euro est beaucoup plus solide que le dollar, le marché montera. Donc, on voit bien ici le marché qui commence à monter. J'ai pris juste une image de graphique. Et le marché est en train de monter. Parce que simplement, l'euro est beaucoup plus solide que le dollar. Si on se retrouve dans une situation où le dollar a pesé beaucoup plus lourd que l'euro, vous verrez que le marché va commencer à chuter. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On assiste à une tendance baissière. Le marché est en train de descendre. Donc, si c'est la paire euro-dollar, cela signifie simplement que l'euro est faible face au dollar. Maintenant, observons un peu le comportement du marché. Comment évolue le marché? Vous voyez là, hop. Regardons un peu ensemble comment se comporte le marché. Le marché monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, ainsi de suite. Revenons en arrière pour voir ce qui s'est passé. Admettons que vous êtes un génie. Ça veut dire que vous avez un pouvoir qui vous permet de prédire le futur. Ou soit vous êtes très très fort. Vous savez comment anticiper sur le mouvement du marché. Et bien là, si vous rentrez à cet endroit-là comme acheteur, le prix arrive là, vous gagnez par exemple 30 $. Arrivé ici, vous savez que le marché va se renverser. Du coup, vous coupez votre position et vous prenez une position à la baisse. Donc vous étiez acheteur. Quelques minutes après, vous devenez vendeur. Voici ce que ça donne. Plus 30 € encore, vous gagnez parce que vous avez su bien anticiper sur le mouvement du marché. Encore, arrivé à cet endroit, vous êtes toujours un génie, vous savez que le marché va monter, hop, le marché monte. Là, cette fois-ci, on voit que le marché est bien monté là parce que la distance de là à là est inférieure à cette distance-là. Donc, approximativement, je me dis, vous gagnez là 50 $. On continue. Encore ici, vous savez que le marché va chuter. Vous vous positionnez là comme vendeur. Vous gagnez 30 $. Ainsi de suite, 45 $. Vous anticipez à chaque fois parce que ça, c'est le mouvement du marché. Si vous êtes aussi précis, vous êtes un génie comme je l'ai souligné, sur les 7 trades, parce que là, vous avez pris 7 trades. Premier trade à l'achat, vous avez gagné. Ici, vous avez été un génie, vous avez vendu. Vous étiez dans la bonne direction, donc vous avez gagné encore 30 $. Ainsi de suite, vous n'avez pas fait de faute. 7 trades, 7 gagnants, ça vous fait un profit de 265 $. Voici comment fonctionne le marché. Maintenant, l'objectif d'un trader, c'est de faire en sorte d'être toujours dans la bonne tendance pour ne pas arriver ici, au lieu d'encaisser les 30 $, rester encore dans la position jusqu'à perdre peut-être les 30 $ parce que si cette position-là, vous la gardez, elle est invalidée parce que le marché s'est renversé contre vous. Je pense que pour le moment, c'est encore plus clair. Et un peu plus loin dans la formation, je ferai des exemples pratiques sur un compte de trading. Comme ça, vous verrez, c'est très facile. On avance. Maintenant, quand on prend une position, qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez une position, vous devez être capable de protéger cette position. Vous protégez la position au cas où le marché se renverse contre vous. Au moins, vous ne perdez pas tout votre argent. C'est ça qui est le stop loss. Le take profit, lui, on peut le minimiser, on va le voir après, mais je veux qu'on mette l'accent sur le stop loss. Le stop loss, c'est le système que vous allez mettre sur votre ordinateur, donc sur votre logiciel de trading, qui va protéger votre capital.
Je prends un exemple. Je prends une position par exemple à 200 $. La position me coûte 200 $. Je vise un objectif de 30 $. Mais par contre, je me permets de perdre par exemple 5 $. Ça veut dire quoi? Dès que j'ai pris la position, si jamais je n'ai pas raison, parce qu'il arrive que tu n'aies pas raison, tu peux te tromper dans tes analyses. Si tu n'as pas raison, eh bien, tu te permets de perdre que 5 $. Mais une fois que ça c'est réglé, tu peux quitter ton ordinateur, aller faire autre chose. Et dès que le prix va se renverser contre toi, c'est une sécurité, à moins 5 $, pop, la position se coupe automatiquement. Donc sur ton capital de 1000 € ou 1000 $, tu auras perdu que 5 $ en cherchant à gagner 30 $. Donc ça, c'est ça qu'on appelle le stop loss. Certaines personnes négligent ce côté-là. Ils veulent toujours gagner et ils suppriment du coup le risque de perte. Et ils se retrouvent en train de vider leur compte parce qu'ils n'ont pas mis de barrière, ils n'ont pas mis de stop. On continue. Donc, je prends un exemple ici. On a le take profit et le stop loss. Ça, c'est prédéfini à l'avant. C'est-à-dire, avant de passer l'ordre, vous vous dites, là, je vois une opportunité. Mais cette opportunité, je me protège à ce niveau. Je préfère perdre 10 $ ou par exemple 5 $ au cas où je n'ai pas raison. Donc, admettons, vous rentrez ici, à cet endroit, votre point d'entrée, vous mettez votre stop loss là, juste en bas. Donc, si jamais ce marché ne continue pas à monter, eh bien, il viendra taper votre stop loss et descendre beaucoup plus bas. Mais vous serez déjà à l'abri parce que vous avez mis une sécurité qui vous a fait encaisser que une perte de 5 $. Voici comment fonctionne le stop loss. Donc, un exemple, vous rentrez là et vous mettez votre take profit là. Le take profit, c'est le but, l'objectif. Nous, on appelle ça chez nous, les snipers, la cible. L'objectif, une fois qu'il est atteint, c'est bon, vous sortez automatiquement du marché. Donc là, de la même manière que vous avez mis votre stop loss de manière automatique, et vous laissez le trader courir, sans que vous n'ayez à intervenir pour dire « Ah, je coupe ou je coupe pas ». Non, vous avez déjà mis un stop loss, il vous protège. Vous pouvez mettre aussi un objectif automatique. Donc l'objectif, vous le mettez là, mais lorsque le prix va venir toucher l'objectif, si l'objectif, admettons, il a 30 ou 50 $, quand le prix va toucher les 50 $, vous allez encaisser automatiquement 50 $ et vous êtes sorti du marché. Donc que le marché soit en train de continuer à monter, vous n'allez pas encaisser 60 $ ou 70 $. Ça va vous faire mal peut-être. Comme quoi, eh bien, vous avez encaissé que 50 $ et le marché a continué à monter. Mais ne vous inquiétez pas, le take profit est très important aussi. Il vous permet de ne pas être trop gourmand. Donc ça, c'est ce qui est pour le take profit et le stop loss. Dans le sens inverse, c'est pareil. Si le marché est en train de chuter, vous repérez une opportunité à la baisse, et bien, vous rentrez là. Donc, admettons, ici, c'est votre point d'entrée. Votre stop loss est à cet endroit stratégique. Donc, vous vous dites, si jamais le prix monte et qu'il continue de monter, ben, j'encaisse que moins 5 $, mais je ne perdrai pas plus. Vous pouvez mettre 10, ça dépend tout dépend de votre goût au risque. Mais le but ici, c'est de perdre moins et de gagner beaucoup. Vous le voyez comment ça s'explique. On a notre stop loss qui est là. On ne veut pas perdre beaucoup, mais par contre, on est prêt à profiter de toute cette tendance à gagner. Par exemple, on va dire de là à là, vous avez, en fonction de combien vous avez investi, vous pourriez avoir là 80 $ ou 100 $, voilà, ainsi de suite. Donc, ce qui se passe, c'est que à la baisse, ici, par contre, on ne va pas cliquer sur acheter. Il y a deux boutons sur le compte de trading. Il y a achat et vente. Donc ici, vous cliquez sur vente et vous choisissez votre lot, donc la quantité d'articles ou soit d'actions que vous voulez vendre. Vous cliquez, vous choisissez, vous mettez votre stop loss et pouf, dès que vous avez cliqué sur vente, si le marché descend, vous gagnez de l'argent. Par contre, pendant que ici, là, vous êtes rentré, le marché est monté là un peu, c'était pas bon parce que vous étiez en train de perdre un peu parce que le marché était contre vous. Et là, le marché a commencé à descendre. Du coup, vous avez commencé à gagner de l'argent, et vous avez profité de toute cette tendance. Donc, c'est un peu ce qui est
du stop loss et le take profit. Quand vous allez vous lancer dans le trading, vous verrez trois types de graphiques. Donc ici, on a le graphique sur le Dow Jones. Je l'ai pris comme ça. Ça, c'est un graphique en ligne. Donc le marché est en train d'évoluer là comme ça. Ça, c'est le parcours du marché en ligne. J'aime pas trop le marché en ligne, mais bon, je vous en parle pour que si vous voyez en ligne comme ça veut dire, c'est ça qui représente le parcours en fait du marché, le chemin que le marché a parcouru. Donc on avance. Après, tu as le graphique en bâtonnet. C'est bizarre, je n'ai jamais utilisé ce type de graphique. Je connais un collègue là qui est en Russie qui utilise ce type de graphique, mais moi je ne me retrouve pas avec ça. Le graphique qui est le plus utilisé, qui est populaire, c'est le graphique en bougie japonaise. Donc voici le comportement du marché. Ici, le marché est monté. Là, de là, il est descendu. Donc ici, si vous avez dit que vous avez prédit comme quoi le marché va descendre, il est descendu, vous avez gagné de l'argent, mais il fallait vite encaisser, prendre ses gains et sortir de ce marché. Voilà, donc on verra tout ça un peu plus loin dans la formation. Donc, on a ici les trois types de graphiques. Ligne, bâtonnet et puis bougie japonaise. Donc ici, ce que vous devez retenir, c'est que si le prix monte, la bougie elle est verte. Si le prix descend, la bougie elle est rouge. Donc les bougies vertes représentent les bougies où les gens ont tenté d'acheter sur les marchés. Les bougies rouges représentent où les vendeurs ont pris le contrôle du marché et ont essayé de vendre. Donc c'est un combat en permanence entre acheteurs et vendeurs. Si les acheteurs remportent le combat, le marché monte. Par contre, si les vendeurs remportent le combat, on a le marché qui descend. Donc c'est ce qui représente les bougies rouges et les bougies vertes. Maintenant, vous voyez là, ce sont des bougies japonaises. C'est comme ça s'appelle, une bougie japonaise. Maintenant, chaque bougie a pris un temps pour finir sa formation parce qu'il n'y a pas de liaison là entre là et là. Dès que cette bougie finit, elle entame une autre bougie, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle les unités de temps. Ici, par exemple, cette bougie a pris 5 minutes pour se former. Elle va prendre encore 5 minutes pour se former là. Si nous avons choisi de suivre le marché en 5 minutes d'unité de temps. C'est-à-dire, chaque bougie représente 5 minutes. Si on avait mis qu'on veut suivre le marché en 30 minutes d'unité de temps, eh bien, chaque bougie représentera 30 minutes de formation. Qu'elle soit petite ou grande, c'est le même temps que cette bougie que vous voyez là, elle est petite. Elle a mis 30 minutes pour se former. La longue bougie que vous voyez là a mis aussi 30 minutes. Ça s'explique comme quoi, ici, il y a eu moins de volume de mouvement. Par contre, ici, le volume était beaucoup. Le volume était très élevé ici. Par contre, ici, il y avait un petit volume. Mais, pour finir la formation ici, cette bougie a mis 30 minutes comme celle-là. Comme toutes les autres bougies que vous voyez là. Même on a une ici, là, cette bougie, elle a mis aussi 30 minutes pour se former. Comment se forment les bougies? Comme vous pouvez voir, les bougies que je vous ai montrées tout à l'heure, je reviens encore en arrière, on a des mèches. Vous voyez? Ces petits traits-là sont des mèches et ici on a le corps des bougies. Mèche, corps. Corps, mèche. Donc ainsi de suite. Tout ce qui est petit sur le bout, les traits là, représente les mèches. On a ici le marché qui ouvre là. Ça c'est une bougie verte. Donc comme quoi ici, cette bougie représente une victoire des acheteurs. Donc ça, c'est une bougie acheteuse. Ici, le marché a ouvert là. Donc là, le marché a commencé là. Il est descendu jusqu'au plus bas. Il est remonté. Donc les acheteurs, parce qu'au début, c'était les vendeurs qui avaient la main. Donc ils ont basculé le marché comme s'ils étaient en train de vendre. Et là, tout d'un coup, on assiste à un renversement de situation de la part des acheteurs qui ont repris le marché là, poussé jusqu'à ce niveau. Donc toute cette bougie là était verte, pleine jusqu'à ce niveau, au plus haut. Et les vendeurs ont pu riposter jusqu'à fermer à cet endroit, même si la bougie reste bougie acheteuse, verte. Donc la fermeture est là, l'ouverture au plus bas,
au plus haut. Donc, si vous voulez, en gros, chaque bougie que vous voyez, pour qu'elle se forme, elle commence à un endroit qui représente l'ouverture, va dans un sens, va aussi dans l'autre sens et elle vient fermer à un certain endroit parce qu'elle a 30 minutes ou 5 minutes, tout dépend de l'unité de temps que vous avez choisi. Donc, admettons là que nous sommes sur une bougie qui a pris une formation de 30 minutes. Donc, elle ouvre là. Pendant 30 minutes, elle a fait tout ce tour-là. La bougie était venue là, elle était rouge, après elle est devenue verte, elle est montée jusqu'au plus haut et elle est redescendue pour venir fermer à ce niveau. Et du coup, on a la formation d'une bougie. Donc ça, ce sont des mèches. Ça, c'est une mèche, une mèche, une mèche, une mèche. Maintenant, ce qui s'est passé ici, c'est le contraire qui s'est passé l'autre côté, où les vendeurs ont remporté le combat sur cette bougie. Donc ça, c'est une bougie vendeuse. Le prix ouvre où du coup? Le prix, la bougie a ouvert là, c'est-à-dire l'ouverture du marché est à ce niveau. Le prix est monté, tout le monde était content, ils ont dit, oh ben ça y est, le prix est en train de monter, cette bougie était verte, jusqu'à ce que les vendeurs puissent reprendre contrôle sur ce marché, basculer le marché jusqu'au plus bas, à ce niveau, c'est le plus bas, et du coup les acheteurs ont essayé de riposter, mais ils n'ont pas pu faire grande chose, et ils ont fermé, ils ont clôturé le marché à ce niveau, donc fermeture. Et tout ça représente le corps de la bougie. Après, vous allez assister à ce que l'on appelle support et résistance en trading. Support et résistance, c'est quoi? Le marché bouge comme des collines, des petites montagnes. Le marché monte, il descend, il remonte plus haut, il redescend peut-être plus bas, ou soit il n'arrive pas au même niveau, il remonte encore, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je vous ai pris cette image-là. On a le marché qui monte. Quand il monte, à ce niveau, il a été refoulé et il est redescendu. Eh bien, ce niveau s'appelle une résistance. Tout ce qui est en haut. Quand il est descendu, il a fait une creux. Hop, il est resté là. Donc ici, c'est un support où le prix a bondi et il est reparti beaucoup plus haut. Donc du coup, ça va représenter la deuxième résistance, ainsi de suite, support, résistance. Donc c'est pour vous faire comprendre comme quoi, quand vous voyez l'évolution du marché, vous prenez n'importe quelle courbe, tout ce que vous voyez comme creux représente support et tout ce qui ressemble au sommet des montagnes représente la résistance. On avance. Pareil, sur une tendance baissière, vous allez assister à ça qui était par exemple support, résistance plus haut, support, résistance, support plus bas, résistance, ainsi de suite. Donc l'analyse technique, les gens vont se baser sur les supports et résistances pour tracer des lignes. Dans cette situation, on peut avoir le marché qui fait du surplace. Les gens appellent ça le range. Donc, dans un range comme ça, le marché bouge, il bouge. Vous voyez, le prix ne va pas plus haut ni plus bas. Il reste dans cette zone. Encore, tout ce qui est en haut, résistance, support, résistance, support, résistance, support, ainsi de suite. Donc, les gens vont tracer deux lignes comme ça. Si le prix casse à la baisse, eh bien, ils vont tout de suite commencer à vendre. Pareil, si le prix casse à la hausse, ils vont commencer à acheter. Parce qu'ils ont tracé des lignes de résistance et de support pour attendre que le prix sorte à la baisse ou soit à la hausse. Si on revient un peu en arrière, vous allez voir que le marché bouge de trois façons. Je reviens en arrière. On a support, résistance, d'accord, mais on est dans une tendance haussière là. Le marché monte. C'est vrai, il revient. Il n'atteint pas ce support précédent et pop, il remonte. Donc, on est dans une tendance haussière. Ici, vous voyez, la tendance, elle est baissière. Donc, et là, on a un range. Donc, soit le marché est en train de monter, soit il est en train de descendre, ou soit il est en train de faire du surplace. Beaucoup de personnes perdent de l'argent dans le range parce que le marché est en train de faire du surplace. Il ne veut rien faire, il ne veut pas aller à la hausse ou à la baisse. Ben, les gens commencent à s'ennuyer et ils veulent faire quelque chose. Et c'est là les gens perdent patience et puis ils font des bêtises. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Et aussi, c'est lorsque le marché est dans un range
que les algorithmes de trading vont rentrer pour manipuler les marchés. Parce qu'ils savent très bien que tout le monde a tracé des lignes. Ils savent que si le prix casse là, ils vont acheter. Les algorithmes de trading vont être programmés. S'ils savent qu'ils vont par exemple vendre, ils vont faire exprès de casser légèrement à la hausse. Et vous allez voir, tout le monde va se mettre à acheter comme des abrutis. Et poup, ils rebasculent le marché à la baisse. Et tout le monde perdra de l'argent s'ils n'ont pas mis de stop loss. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir un stop. Je continue. Donc ici, je vous prends le même exemple. J'ai tracé des lignes. Si le prix casse à la hausse, on achète. Et pareil, vous voyez les résistances. La ligne doit passer sur chaque tête. Bon, après là, c'est un dessin. Le marché, vous n'allez pas, c'est pas tout le temps que vous allez voir ça. Vous pourrez ajuster comme ça. C'est pas facile. Des fois, c'est un peu quelques centimètres près. Mais bon, c'est pas grave. Il faut juste être dans la logique. Donc, on trace support, deux lignes. Donc, support et résistance qui sont parallèles. Si le prix casse à la hausse, on achète. Il casse à la baisse, on vend. Sur une tendance baissière, on trace nos deux lignes de résistance et support. Si il continue de casser notre ligne, ben, on vend. Par contre, s'il vient à franchir la ligne qui est au-dessus, ben, on achète. Donc ça, c'est l'analyse technique se basant sur les supports et résistances. Vous êtes en train de comprendre le trading de manière facile. Continuons. Regardez un peu ces deux bureaux. Là, nous allons commencer à rentrer dans les choses sérieuses. On a ici deux bureaux. Ces deux endroits-là, quel est l'endroit où vous pouvez vous retrouver et être paisible et bien travailler? La plupart d'entre vous, vous allez choisir le bureau numéro 2. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de trucs. C'est simple, on voit tout, c'est clair et net, propre. Par contre ici, regardez un peu l'état du bureau. C'est pas beau. Maintenant, en trading, vous allez voir des gens qui vont trader dans des conditions comme ça et d'autres dans les conditions du bureau numéro 2. Qu'est-ce que je veux dire en prenant ces deux images? Quand vous allez venir en trading, vous allez voir des gens qui vont, sur leur graphique, ils vont vous mettre plein d'indicateurs. Ishimoku, des couleurs de partout, vous ne savez, tellement de lignes qui vont tracer, vous n'allez rien comprendre. Trop d'indicateurs tuent le trading. Donc avoir plusieurs indicateurs ou soit être accroché à plein d'indicateurs croyant que ce sont les indicateurs qui vont vous sauver, c'est être dans ce bureau-là, croyant qu'on pourra bien travailler de manière sereine. Donc, l'objectif ici, c'est de vous apprendre à choisir les indicateurs et ne pas être accro aux indicateurs. Et travailler de manière simple et efficace. Donc, ce bureau est le bureau dont vous devez opter pour. Donc, comme indicateur que je vais vous recommander, ça va être le RSI, les points pivots et puis moyenne mobile. Après, quand vous allez avancer un peu, par exemple, nous, avec le plan caméléon, on a besoin juste du RSI et puis les points pivots de temps en temps. Sinon, la moyenne mobile, la plupart du temps, on s'en fout complètement de lui. Alors, donc on continue. Boum. Le RSI. Donc, en pratique, voici comment se comporte le RSI. Le RSI, le marché bouge. D'abord, il part de là. Quand il est dans cette zone-là, donc si vous voulez, le RSI est représenté par deux traits. Et vous avez 70 en haut et 30 en bas. Si le prix est en dessous de 30, la psychologie des traders, ils vont se dire, hop, hop, l'action est trop dévalorisée, on se prépare à acheter. Parce que là, le prix est très bas. Et du coup,
psychologiquement, ils vont tous être en train d'acheter en se basant sur cet indicateur-là et le prix va se retrouver là. Donc, ils achètent, le prix arrive là, le prix traîne, ainsi de suite. Regardez là, le prix va toucher juste les 30. Poum, les gens vont commencer à acheter, ainsi de suite. Le prix casse au-dessus des 70. Vous voyez tout de suite en rouge. Comme quoi, l'action a été trop surachetée. Donc ici, on va dire zone de surachat. Signal de vente. Mais quand c'est trop acheté, les gens, ceux qui ont déjà acheté, ils vendent tout de suite. Donc, zone de surachat. Et donc, on peut se positionner ici, nous, en tant que spéculateurs, et profiter pour prendre toute cette tendance-là pour dire ben, le marché va descendre. Effectivement, le marché descendra et nous donnera de l'argent. Et ainsi de suite, le prix vient. Hop, là, par exemple, on voit le prix a cassé, il a vraiment forcé. Et là, aussitôt, il a été rebasculé dedans. Donc, ces deux en dessous de la zone de 30, c'est un signal pour dire il faut acheter. Par contre, au-dessus des 70, c'est un signal comme quoi il faut vendre. Pareil, je vais renforcer un peu, signal de vente. On voit un marché qui se comporte comme ça. Hop, le RSI, signal de vente, signal d'achat, ainsi de suite. Le prix monte et il descend et ça n'arrête pas le prix. C'est pour ça le marché, il fait ça. Il monte, il descend. Voilà. Après le RSI, on a les points pivots. Les points pivots se comportent de cette manière. On a au milieu le point pivot. Donc c'est ce trait-là qui délimite le milieu du terrain. C'est comme si on était sur un terrain de football. Le centre où le match commence, c'est là, pivot. Donc le prix soit va être joué dans le camp des acheteurs qui vont faire basculer le marché à la hausse, ou soit le marché va être joué dans le camp des vendeurs où le prix viendra tester ces supports-là. Donc, lorsqu'un prix part du point pivot, s'il décide de chuter, il va rencontrer un support. Et ce premier support s'appelle le S1. Donc, c'est un logiciel qui, vous le téléchargez, il se met automatiquement sur votre plateforme de trading. Et quand le prix part du point pivot, arrivé au S1, il va faire une pause, ou soit il va être freiné. La plupart du temps, sinon, des fois, lorsque la vente est forte, le prix casse tout de suite S1, S2, ainsi de suite. Mais dans la plupart du temps, le prix va être freiné au S1, il va tenter de monter. Si vraiment les vendeurs sont déterminés, ils vont pousser le marché qui va venir faire encore une pause au S2, ainsi de suite. Donc c'est ça le pivot. Donc pour quelqu'un qui fonctionne avec les points pivots, il achète, il vend ici. Arrivé au S1, il prend profit, il encaisse et il attend si le prix va casser le S1 ou pas. Pareil, si le prix doit monter, c'est pareil. Le prix est arrivé au R1, donc ça devient une résistance. Le R1 représente une résistance où la plupart du temps, le marché va faire une petite pause. Ou soit il peut casser directement, venir faire une pause au R2, ainsi de suite. Je vais vous prendre un exemple simple. Les points pivots fonctionnent comme si vous étiez dans un ascenseur. Vous avez 3 niveaux de sous-sol en allant dans le sous-sol. Voilà. Et vous avez 3 étages. Si vous prenez l'ascenseur et que, par exemple, vous décidez d'aller au S2, arrivé au S1, mettez-vous en tête que quelqu'un peut demander à descendre. Donc, au premier sous-sol. Arrivé là, il va avoir une petite pause, ainsi de suite. L'ascenseur va descendre, va s'ouvrir, quelqu'un va descendre et vous allez poursuivre votre chemin jusqu'au S2. C'est pareil, si vous rentrez là et que les acheteurs appuient sur le bouton monter, vous montez, arrivez au premier étage, il y a des gens qui peuvent dire ben on descend. Mais si les gens sont beaucoup puissants et qui sont vraiment pressés, ils vont dire ben non, 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 nous on s'arrête même pas au R1, hop, on va jusqu'au R2. Ben, si c'est dans le cas, ben, si vous êtes acheteur ici, vous allez gagner rapidement tout ça parce que le prix n'aura même pas le temps de faire une pause au R1. C'est une image pour vous expliquer un peu. Voilà, donc c'est un peu ce qui est des points pivots.
On a déjà vu les indicateurs RSI et les pivots. Maintenant, je vais vous mettre la moyenne mobile ici pour que vous voyez comment la moyenne mobile fonctionne. Et après ça, on pourra faire l'analyse technique, tracer et trouver des points d'entrée et éventuellement prendre des positions pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc, je vais aller chercher la moyenne mobile. Donc, pour récupérer cette moyenne mobile, je viendrai là. Hop, insertion, les indicateurs sont là. Vous voyez un peu quand je parle d'indicateurs, tout ça, ce sont des indicateurs. Tout ça, ce sont des indicateurs. Quand je passe là, on a tout ça encore comme indicateur. Je reviens, tout ça comme indicateur. Là, tout ça comme indicateur. Encore. Et là, vous avez toute cette liste. Et attention, c'est pas tout. Hein. Il y a encore plein d'indicateurs que je n'ai pas intégrés là. Mais ce sont tout ça, je ne vais pas me servir de tout ça. Regardez par exemple si je prends le cas de Ishimoku. Ishimoku, regardez à quoi ça ressemble. Si je m'amuse à vous enseigner des trucs comme ça, non seulement je vais perdre votre temps et je vais vous rendre fou pour rien parce que ça ne va pas changer vos résultats si vous ne vous servez pas de cet indicateur. Donc je l'enlève. Hop. On va aller chercher l'indicateur. Pour cette plateforme, c'est le MetaTrader 4. Donc c'est une plateforme de trading professionnel. Donc ça c'est la plateforme pro pour pouvoir passer les ordres et tout. Vous voyez là. Sell quand vous pensez que le marché va descendre et buy quand vous pensez que le marché va monter. Je ferai une formation sur la manipulation de cette plateforme dans la partie payante de la formation parce que là on va voir des choses beaucoup plus sérieuses mais simple, hein? Il faut toujours rester dans la simplicité pour être efficace. Bien, donc j'envoie directement la moyenne mobile. Hop. Moving average. Je le laisse en période 14. Hop, il est là. Vous pouvez décider de changer la couleur de cette moyenne mobile, hein? C'est comme vous voulez. Vous allez dans propriété, ici, on a tout là. Donc, mettons, j'essaie de le mettre en... Ouais, on va le laisser en rouge. La moyenne mobile est là. On voit le prix. Ici, le prix a cassé la moyenne mobile, mais d'une manière violente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a continué à chuter jusqu'à ce niveau. Donc, tous ceux qui attendent que la moyenne mobile soit cassée avant de prendre position, ici, ils se sont gavés parce que, effectivement, le prix a violemment chuté. Arrivé là, le prix est remonté et a cassé la moyenne mobile à la hausse, avec violence aussi. Donc, on change de tendance. Ceux qui se sont mis là à acheter, ils ont pris tout ça comme gain. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous avez bien compris, la moyenne mobile vous donne la force de la direction du marché. Si le marché est en train de chuter, la moyenne mobile va être au-dessus. Donc, vous voyez là, la moyenne mobile est au-dessus du prix. Le prix est en bas. Si le prix est en train de monter, la moyenne mobile est en dessous et le prix est en haut. Donc les bougies que vous voyez là vont être en haut et la moyenne mobile va être en bas. On voit bien là, la moyenne mobile est en dessous du prix. Donc ceux qui veulent acheter, ils auront déjà commencé à acheter un début ici quand ils ont vu que la moyenne mobile, le prix commençait à casser la moyenne mobile parce que le prix est resté bien sur la moyenne mobile et là, hop, il a commencé à monter. Donc, ils rentrent là comme acheteurs et ils prennent tout ça. Le marché a fait un gros range. Donc, je vais mettre ça comme ça. Hop. Et je vais attendre que le prix casse ce trait que j'ai tracé en rouge pour pouvoir me positionner en vendeur avec un stop loss serré. Donc, je mettrai mon stop loss quelque part là. Et si je me positionne quelque part là en vendeur, voici le résultat, je serai toujours en gain. Mais si vous avez déjà pris une position là et que vous êtes en gain, à cet endroit-là, il faudra sortir du marché. Pourquoi? Parce que on rencontre un autre support qui est là. Donc je vais colorer, je vais mettre encore. Voilà. On a notre support qui est là. Et un autre support s'est formé là. Donc je prends mes gains parce qu'il y aura une pause dans cette zone. Le marché n'a pas de direction là en ce moment. Là, c'est un graphique GBP USD, donc la monnaie anglaise contre le dollar américain. Le prix est descendu et arrivé là. Hop, il a été refoulé. Donc, on a un gros support là.
on est monté, on est venu former un autre support et vous voyez bien, ce support est beaucoup plus bas que celui-là. Donc, logiquement, qu'est-ce qui va se passer? La moyenne mobile a été cassée à la hausse et les gens ont acheté jusque là. Là aussi, on peut acheter parce qu'on est bien à la hausse, donc la moyenne mobile est en dessous. Donc, les gens vont privilégier l'achat dans un tel marché pour pouvoir profiter de la hausse. Et le stop loss va être quelque part là. Un scalp de 5 minutes sur le pétrole. Là, je vois le marché qui commence à chuter et je vais scalper sur des contrats sur 5 contrats. Donc, je clique sur vendre et je place mon ordre. L'ordre est placé, mon stop loss, je le positionne au sommet de la résistance et mon take profit, je le mets au S1 et je laisse le marché courir. Donc je clôture ma position. Position clôturée. Parce que la bougie est venue fermer, clôturer. Donc le prix a fermé au-dessus de mon trait. Donc je sors parce que il y a changement de tendance. Donc le marché va monter légèrement avant peut-être de chuter. Mais je vois bien là ce trait. Le prix a bondi dessus une fois, 2 fois et une 3e fois. Si le prix n'arrive pas à casser ce trait, on pourra probablement aller à la hausse. Là, je vois le prix qui commence à chuter. Donc c'est simple, hein? Je me positionne en vendeur, je prends le nombre de contrats et je valide mon ordre. Une fois que l'ordre est validé, je clique sur le bouton de mon point d'entrée, je glisse le stop, je le mets là, hop, on est en 5 minutes et mon take profit, je le mets à 100, ouais, je le mets à 200. Voilà. Take profit réglé à 200 €. Et je laisse le trade tourner. Peu importe le marché que vous prenez, c'est le même principe. Si le marché descend, vous vous positionnez en vendeur, vous gagnez. Si le marché monte, vous devez vous positionner en acheteur. Là, le take profit va être touché. Hop, il a été touché. Donc, cible atteint. Et là, on voit, je suis maintenant à 5263. Dans un tel marché, j'ai tracé mon trait et le trait vient d'être cassé. Donc, qu'est-ce que je fais?
je me positionne en acheteur, je valide mon ordre. Une fois que l'ordre est validé, je viens sur le point d'entrée, je prends là et je glisse pour mettre en dessous du S2 et mon take profit va être au S1. C'est du scalping modéré, hein? Donc je peux même réduire un peu légèrement les pertes. Il ne faut jamais encaisser une perte beaucoup plus importante que le gain potentiel que tu voudras prendre. Si tu veux prendre 500 €, il faut te permettre de perdre beaucoup moins. Maintenant là, c'est juste un exemple, hein, sinon mon stop loss, il ne faut pas le mettre là. Hein. Et je suis rentré un peu tard, c'est pas grave. Le but, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc mon take profit, il est à 147 € qui va toucher là tout à l'heure. Et s'il casse le S1, la probabilité pour qu'il vienne tester le pivot est très élevée. Mais mon take profit où il est situé, il n'est pas trop loin, donc je ne suis pas trop gourmand. Donc la probabilité pour que je puisse encaisser les 100 et quelques euros est très élevée. Donc, visiblement, le prix met du temps pour toucher mon take profit. Je patiente un peu encore. Bon, donc je vois qu'il n'y a pas de volume. Comme vous avez bien vu, ici, on va avoir des petites bougies. Ça prouve que les acheteurs ne sont pas assez costauds. Donc, ce que je vais faire, je vais fermer ma position et prendre 94 €. Voilà, position encaissée, le gain s'ajoute directement. On est maintenant à 5356 €. On continue. Position repérée sur l'euro-dollar. Je me positionne en acheteur, j'agrandis. Pareil, je clique sur le petit point d'entrée. Je mets mon stop loss au pivot. Je l'approche au R1 et je laisse le trade courir. La formation de cette bougie ne me fait pas confiance, donc je prends rapidement mes gains et je sors du marché. Je clique là, fermer, hop, et je prends les 19 € ou les 12 €. Hop, fermer et je continue ma quête.
Je viens sur le DAX 30. Je repère là une tendance baissière. Encore, je me positionne en vendeur. Hop. Je peux placer déjà mon stop loss avant de valider l'ordre 1 et monter de profit au S2. Et ordre validé. Je laisse le trade courir. J'ai agrandi pour qu'on voit bien. Voilà. Montée de profit au S2. Déjà, on est en dessous du pivot, donc on entame une tendance baissière. Le prix n'a pas pu progresser jusqu'au pivot. Donc, il a pivoté au niveau du S1. Donc, la probabilité pour qu'il vienne tester le S2 est très élevée. C'est pour ça que je suis rentré en position. Je vous laisse apprécier le trade. Bon, je vais fermer ma position parce que dans 5 minutes, une nouvelle économique va tomber au niveau des États-Unis et ça risque d'influencer le cours du marché. Donc, je ferme ma position. Donc, je couvre manuellement ma position. Je prends les 34 euros et je sors du marché. Ça me permet d'attendre parce que je ne connais pas le résultat de ces nouvelles-là. Et ces nouvelles vont concerner l'euro-dollar. Au lieu de prendre l'euro-dollar, je vais prendre peut-être celui-là. Et j'attends.
j'espère que cette présentation vous a permis de comprendre comment fonctionne le trading. Retenez bien, cette présentation ne vous permet pas de vous lancer directement avec de l'argent réel. Il faudra encore une formation supplémentaire pour pouvoir vous lancer en toute sécurité. Bien, cette partie psychologie du trading. C'est très important parce que avant d'utiliser sa psychologie pour faire du trading, sachez très bien qu'il y a certaines personnes qui vont jouer sur votre psychologie. On sait que tout le monde veut gagner de l'argent et du coup, vous allez forcément rencontrer des gens. Vous voyez là ici, ils vont vous dire comment gagner 300 € par jour en trading, il faut souscrire, il faut faire tant. Ils vont vous montrer l'argent et du coup, vu que c'est des magiciens, ils ont en poche des stratégies magiques. Vous allez tout de suite, sans bien vous former, sans avoir l'état d'esprit ni la psychologie qui va avec, vous allez vous lancer comme ça parce que on vous a dit c'est quelque chose, vous cliquez dessus et puis voilà, vous avez 300 € par jour. Qui ne voudrait pas avoir 300 € par jour? Du coup, voici comment les gens vont se faire avoir et après ils vont se retrouver à attraper la tête parce qu'ils ont tout perdu. C'est pour ça que je mets un peu l'accent dessus. Faites très attention, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Donc en gros, quand vous allez rentrer sur les marchés, vous allez connaître tout ce qui est euphorie. Donc si vous êtes quelqu'un de très euphorique, vous le saurez. Vous allez être cupide. La cupidité, vous allez tester votre cupidité. L'espoir et le désespoir, la peur, la panique, il y a toutes les émotions, vous allez les découvrir en faisant le trading. Bien, maintenant, il y a plusieurs styles de trading. Vous devez savoir que votre état d'esprit, l'état d'esprit de X ne sera pas l'état d'esprit de Y. Comme pareil aussi, Aimé et Marie n'auront pas la même façon de trader. Parce que c'est deux personnalités différentes. Les styles de trading, vous allez avoir dans un premier temps le scalping. Donc le scalping, c'est une façon de trader qui est très rapide. C'est-à-dire, on n'est pas patient. On rentre dans le marché, on a un signal par exemple, on a un setup ou soit une configuration qui nous dit tu rentres là pour acheter. Ils achètent. Hop, 5 minutes après, ils n'ont pas gardé la position, ils ont pris leur gain ou leur perte et ils sont sortis de la position. Donc ça, c'est une façon de trader qui est super rapide. Il y a certains qui tradent, qui se servent des unités de temps de 1 minute. Donc ils suivent vraiment le marché à la lettre. Eux, ils s'en foutent de ce que le marché va faire les 2 heures qui vont suivre. Mais qu'est-ce que le marché est en train de faire là, tout de suite? C'est ça, le scalping. Donc, la prise de profit rapide. Le trader ne gardera sa position que pour quelques secondes ou voire quelques minutes. Le scalping demande une concentration de ouf. Vous devez être connecté, concentré. Et pour moi, je trouve que c'est fatigant de faire une activité, de faire un style comme le scalping. Il peut arriver des moments où tu rentres et tu sens que le marché se renverse. Là, tu sors parce que tu sais que le marché se renverse. Mais avoir un style comme le scalping qui te pousse à rentrer, chaque minute tu rentres, tu sors, c'est un peu trop agressif et ça risque de fatiguer un peu ton mental. Et après le scalping, on va avoir le day trading. Le day trading, donc le day trader va prendre une position et gardera cette position pendant des heures, voire même toute la journée. C'est ça, être un day trader. Et après, tu as le swing trading. Le swing trading, le trader pourra garder sa position pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Tout dépend de l'évolution du marché. Donc, tu as ces 3 styles de trading. Moi, je sais que vous vous demandez, toi, tu utilises quoi comme style de trading? J'ai déjà fait du scalping, j'ai fait du day trading, j'ai fait du swing. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui échouent sur les marchés parce qu'ils prennent un style de trading qui n'est plus adapté au comportement du marché aujourd'hui. Parce que vous allez suivre, on va dire, une formation qui est basée sur une stratégie. Et cette stratégie est basée sur l'analyse du marché il y a par exemple 2-3 ans. Mais le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde d'hier. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a certaines formations qui sont périmées. Ils sont périmées parce qu'aujourd'hui, c'est très rare de voir une tendance bien confirmée. Quand on a aujourd'hui une tendance qui continue de monter, on se dit waouh! Parce qu'il suffit que ça monte. Le soir, quelqu'un va dire quelque chose, on va prendre même simplement
le Bitcoin par exemple. Admettons, tu achètes le Bitcoin. Et poup, il y a Elon Musk, il finit de prendre son café le matin, il dit 2-3 petits conneries là, et poup, le Bitcoin commence à chuter. Donc, il faut avoir une stratégie bien déguisée, bien en place pour pouvoir s'adapter à ce genre de comportement du marché. D'où le plan caméléon. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Voilà, le plan caméléon n'est ni... je sais pas, je finirai par vous dévoiler même le plan caméléon dans la formation gratuite. Le plan caméléon, quelqu'un qui se sert du plan caméléon n'est pas scalper, n'est pas non plus day trader, n'est pas non plus swing trader. Je vous explique, il est le mélange de tout ça. Vous savez, c'est le marché qui décide. J'ai quelqu'un qui m'a posé une question la dernière fois. Oui, mais Sniper, tu as fait une vidéo où tu as dit que c'est le marché qui te dit où mettre ton stop. Moi, je ne comprends pas ça. Je lui ai expliqué parce que ce que nous avons vu tout à l'heure, là, support, résistance, est-ce que c'est nous qui avions formé la résistance et le support? C'est le marché qui l'a fait de manière naturelle en calculant, en prenant en compte les vendeurs, les acheteurs, donc le mouvement va aller former une résistance qui ne dépend pas de nous. Donc le marché fait ce qu'il veut. On va toujours obéir au mouvement du marché et aux recommandations, surtout au comportement du marché pour pouvoir nous adapter. Donc c'est un peu ça. Il ne faut pas avoir un style de trading pour dire oui, moi je suis tant. Il faut avoir un style qui regroupe tous les styles de trading. Le marché aujourd'hui bouge d'une certaine façon et si tu as un seul style qui dit oui, moi si je rentre là, je vais prendre une position là, je vais être day trader, je vais gagner de l'argent jusqu'à la fin de la semaine, c'est faux. Les horaires d'ouverture du marché. En Europe, on a le marché qui ouvre de 9h30 et ferme à 17h30, des fois 18h. Aux États-Unis, le marché ouvre à 15h30, heure française, et ferme à 22h. On a le marché asiatique aussi. Donc en Asie, le marché ouvre à 1h du matin, donc heure française, et ferme à 7h du matin. Et le marché est ouvert 24h sur 24, du lundi jusqu'au vendredi à 23h. Parlons maintenant de la gestion de risque en trading. Il est très important de savoir gérer le risque. Donc pour gérer le risque, il faut faire très attention d'être toujours dans la tendance. Il ne faut pas voir un marché qui monte et toi tu vas vouloir vendre parce que tu vas anticiper. Ça, ce sont des petits conseils que je vous donne. Après, le point d'entrée et le timing, ça c'est ce qui va vous permettre de mettre la différence. Si vous rentrez mal dans le marché ou soit vous rentrez trop tard, c'est pas bon. Vous rentrez trop tôt aussi, ça peut jouer sur votre psychologie. Donc le timing d'entrée et l'endroit où vous prenez position, ça c'est très très bien. C'est ce qui va jouer vraiment sur votre rentabilité. Maintenant, un petit conseil de mon management, il ne faut pas investir tout son argent. Donc ça veut dire si vous avez commencé par exemple avec 1000 euros ou 2000 euros, ne prenez pas 2000 euros pour acheter l'or ou le pétrole. Utilisez juste 10% de votre capital. Après, si pour 1000 euros, je pense que vous serez obligé de monter un peu le levier parce que sinon, vous ne pourrez même pas prendre un contrat ou demi-contrat du pétrole. Donc, il faut éviter de s'exposer et prendre grand max 10% de son capital. Sinon, il faut rester entre 2, 3, 5% en fonction de votre capital. Si plus vous avez un gros capital, vous pouvez respecter. Mais bon, pour quelqu'un qui commence avec 500 euros, il est obligé d'envoyer un peu. À la fin, je parlerai de la position du stop loss qui doit être recommandée par le marché lui-même. C'est-à-dire, quand vous avez eu suffisamment d'expérience sur les marchés, vous devez pouvoir repérer un endroit où mettre son stop loss pour ne pas qu'il soit sauté à tout bout de champ. Voilà, donc la position de votre stop loss vous permettra de mettre la différence.